De notre puissance française, est-ce que c'est aussi ce qu'on est en train de réaliser en Afrique? Le président y est, il est depuis hier soir pour une tournée dans 4 pays, le Gabon pour commencer. En début de semaine, il a tenu un discours pour présenter sa politique africaine. Pour synthétiser de manière un peu simple, il a dit il y aura moins de militaires français et davantage de compétition pour nos entreprises. Est-ce que c'est pas en réalité l'aveu d'échec face à la puissance prise par la Russie, par la Chine, par d'autres acteurs désormais qu'on vient de décrire? Alors, vous avez raison d'évoquer cet aspect compétitif, mais il se trouve, moi, que je vais beaucoup en Afrique en ce moment, par passion et par raison, parce que je pense qu'un internationaliste doit d'abord regarder l'Afrique, 40% de l'humanité, comme je disais tout à l'heure, à la fin de ce siècle. Et je dirais que nos amis africains, mes collègues africains, notamment les jeunes intellectuels, il y a une vraie classe de jeunes intellectuels africains, ne posent pas le problème dans ces termes. Le problème pour eux, c'est pas une compétition entre la Russie, la Chine, la Turquie, l'Inde, même si cette compétition, encore une fois, est réelle. Le problème, c'est l'entrée de l'Afrique dans la mondialisation. Et l'entrée de l'Afrique dans la mondialisation, c'est la neutralisation de tous les paramètres antérieurs à la mondialisation. C'est-à-dire le modèle colonial, postcolonial, néocolonial, n'est plus adapté à un jeu d'interdépendance généralisée. Et l'Afrique a des ressources dont nous avons tous besoin, et donc a quelque chose à dire et à faire dans la mondialisation. Et il faut partir de là, c'est-à-dire non pas comment modifier, actualiser la francité de l'Afrique ou l'africanité de la France, comme disait le président de la République, mais comment créer un vrai partenariat avec l'Afrique. Donc on n'y est pas aujourd'hui. Mais on n'y est pas du tout. Et moi, ce qui m'a déçu dans ce discours et qui m'a inquiété, c'est oui, il y a des bases militaires, il y en aura moins, elles seront co-gérées, etc. Mais il n'était plus question de dire, il n'était pas question de dire, il y aura plus de bases militaires. Or, c'est ça qu'attendent les Africains. Les Africains ne sont pas francophobes, sauf une toute petite minorité manipulée. Ils sont simplement dans une attente de produire leur modèle, leur positionnement, sans qu'on les conseille. Et il y a eu quand même ce demi-raté sur le plan militaire et cet autre raté sur le plan monétaire. C'est-à-dire, on attendait beaucoup que le président de la République française se prononce sur le franc CFA et la fin du franc CFA. Il n'en a pas été question. Et il a évoqué le sujet, mais effectivement sans annonce aujourd'hui. Voilà. Or, l'annonce, ça sert plus à grand-chose. Ce qu'il faut, c'est les faits, c'est la pratique, c'est le rapport avec ces gouvernements qui sont d'étranges gouvernements souvent en Afrique et qui sont plus tournés peut-être sur la volonté de maintenir une coopération à l'ancienne, formellement renouvelée mais pas sur le fond, que de faire le saut qualitatif d'entrer dans ce nouveau monde. Certains putschistes et certains défaillants, comme disait Emmanuel Macron en parlant des pays où Wagner a pris une influence. Je voudrais juste qu'on évoque, Bertrand Badi, un autre sujet. Dans l'actualité internationale, il y a les inquiétudes autour de l'Iran, puisque l'Agence internationale de l'énergie atomique a retrouvé des particules d'uranium enrichi qui pourraient, allez, d'ici quelques temps, permettre de produire une bombe atomique. J'emploie le conditionnel parce qu'il reste beaucoup d'étapes en réalité pour y parvenir. Mais ça suscite une inquiétude de la communauté internationale. L'Iran, on l'a vu, a livré des drones à la Russie dans le conflit russo-ukrainien. À l'inverse, la Russie, si on en croit les Américains, propose d'aider les Iraniens sur leur programme de missiles, leurs avions de combat. En miroir de ça, l'Arabie Saoudite a formellement expliqué qu'elle soutenait l'Ukraine. On voit que ce conflit russo-ukrainien, il déborde dans les frontières et que là, on revient dans une logique de bloc. Y a-t-il aujourd'hui, pour reposer la question aussi simplement que possible, un bloc Russie-Iran qui ferait face à un bloc États-Unis-Arabie ? Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que je crois que les relations internationales aujourd'hui ne s'écrivent plus en termes de bloc ou de géopolitique, mais au contraire en termes de fluidité. Donc à la carte, en fait. Oui, moi j'appelais ça, de manière peut-être un peu osée, l'union libre diplomatique qui remplace le mariage institutionnalisé. Vous avez signalé les prises de position de l'Arabie Saoudite sur l'Ukraine, mais je pourrais vous rétorquer avec quantité de prises de position de l'Arabie Saoudite favorables à Moscou, notamment dans le domaine pétrolier, et ce rapprochement incroyable par rapport à un passé pas si ancien de Riyad avec Moscou. Donc il n'y a plus de position absolue, d'alliance absolue. Et regardez la Turquie avec la Russie, et regardez le Pakistan avec la Russie. Et ce qui est intéressant, c'est le deuxième élément
de réponse à votre question, c'est que le rapprochement Téhéran-Moscou est un rapprochement très conjoncturel et très politique. L'Iran est entre les mains de la faction la plus conservatrice, la plus réactionnaire et la plus autoritaire possible à l'intérieur du régime de la République islamique. Rien à voir, par exemple, parce que pouvait être un homme comme l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, qui avait conclu l'accord du 14 juillet 2015 sur le nucléaire. Et dans le cadre de ce rapprochement, l'alliance avec Moscou est en même temps symbolique et protectrice de ces ultra-conservateurs. Mais au-delà de cela, la politique nucléaire de l'Iran, elle est, je dirais, de la contre-dissuasion. C'est-à-dire, si vous êtes gentil avec moi, je fais et je passe des accords. Si vous êtes méchant, je vais me lancer dans un programme nucléaire militaire, sans le dire. Et c'est ça le message subliminal. Et encore un sujet, comme vous le dites, sur lequel il faudra actualiser nos logiciels, puisqu'on a bien compris ce matin, le monde des relations internationales est un monde en mouvement. Merci beaucoup Bertrand Badi de nous avoir éclairé sur ce plateau.